Nous sommes samedi 9 février, bienvenue dans le 20h, voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé ce vendredi pour Addis Abeba en Éthiopie, où il prendra part avec ses pairs demain dimanche et le lundi 11 février au 32e sommet de l'Union africaine. Ce sommet de l'UA sera marqué entre autres par la présentation du rapport de l'agenda 2063 de l'UA par le président ivoirien désigné champion par ses pairs. Les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire rendent hommage à la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des couches défavorisées. C'était lors d'un dîner gala organisé par les épouses des diplomates en Côte d'Ivoire au profit des personnes démunies. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME active le programme VOC, le programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises avant embarquement à destination de la Côte d'Ivoire. Le but est de lutter contre la fraude et la contrefaçon. Selon le comité de lutte, 4 000 milliards de francs CFA de produits contrefaits sont sur le marché. Nous ferons un tour au Sénégal pour découvrir la statue de la Renaissance africaine. Ce monument qui attire des centaines de visiteurs par jour mesure 52 mètres. Mais quelle est son histoire? Quel message véhicule-t-il? Réponse dans ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Notre invité de la page culture de ce samedi est enseignant de lettres modernes, dramaturge, scénariste, metteur en scène et réalisateur. Trabi Irié Arnaud vient de publier une œuvre théâtrale intitulée Le Regret. C'est une pièce de théâtre qui met un point d'honneur à l'éducation. Pour autant, le personnage principal qu'il met en scène ne l'entend pas ainsi puisqu'il a décidé de déscolariser ses enfants. Mais les malheurs, malheureusement, vont s'enchaîner dans sa vie et laisser place au regret. Bienvenue, M. Trabi Irié Arnaud, sur notre plateau. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes un amoureux d'art et de culture et vous promouvez le droit à l'éducation pour faire passer votre message auprès des lecteurs. Vous optez pour le genre théâtral. Pourquoi? Pourquoi pas un roman, par exemple? Merci beaucoup, madame. J'ai choisi le genre théâtral pour m'adresser directement aux Ivoiriens et en particulier à l'Afrique tout entière. Donc, j'ai choisi ce genre pour mieux exprimer l'importance de l'école, pour éviter également la balade littéraire qui m'aura amené à faire des portraits, à faire également des descriptions, alors qu'il y a des problèmes qui sont là. Donc vous avez choisi ce genre théâtral pour être plus précis, et pour être direct. Effectivement, madame. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, M. Trabi Irié Arnaud. Merci, madame. Le 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'est tenu ce samedi 9 février au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire a été examiné au cours de cette rencontre. Awa Touré est notre envoyé spécial en Éthiopie. La promotion de la bonne gouvernance hissée au rang des priorités de l'Union africaine à travers le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Un instrument de contrôle réciproque auquel les pays membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en vue de favoriser l'adoption de mesures, normes et pratiques conduisant à la stabilité, la croissance économique et le développement durable. 3 ans après son adhésion, le 29 janvier 2015, lors de la 22e réunion, le rapport de la Côte d'Ivoire a été présenté au 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP à Addis Abeba. L'équipe a fait une évaluation vraiment très franche et sans complaisance, qui a été très appréciée par nous-mêmes parce qu'ils nous ont révélé un certain nombre de points sur lesquels nous pourrions faire des efforts. Mais ils ont surtout dit tout ce que nous faisons depuis 6 ou 7 ans. Et c'est impressionnant. Et je dois dire que je voudrais féliciter le ministre Ali Koulibaly, qui est le point focal, et Bernard Kona, qui a donc la maîtrise de tout ce dispositif, et le professeur Kayat qui a fait l'évaluation. C'est une évaluation que nous devons diffuser largement, qui montre que la Côte d'Ivoire a fait des progrès
remarquable au cours de ces dernières années dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine économique et social, mais dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la réconciliation. Et moi, je suis très fier de constater que ce que nous faisons est apprécié par notre Union africaine. Et c'est une opinion importante. Et il y a eu 6 intervenants et tous nous ont félicités et nous ont encouragés, nous ont dit toute leur satisfaction pour le travail accompli. À ce jour, 22 pays ont été évalués par les pairs en matière de bonne gouvernance. Créé en 2003, le MAEP compte aujourd'hui 39 membres avec l'adhésion au cours de cette réunion du Botswana et de la Gambie. Voilà, vous venez donc de suivre le 28e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui s'est tenu aujourd'hui samedi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en présence du président Alassane Ouattara. Sur place ici à Abidjan, les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont rendu hommage à la première dame ivoirienne Dominique Ouattara pour ses actions en faveur des couches défavorisées. C'était lors d'un dîner gala organisé hier par les épouses des diplomates en Côte d'Ivoire au profit des personnes démunies. Viviane Aïmé pour le reportage. Aux côtés de leurs époux en poste en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs de leurs pays respectifs, les épouses des chefs de mission diplomatiques s'emploient elles aussi de leur côté par leurs actions à cultiver un bon climat au plan diplomatique. En témoigne l'association à but humanitaire baptisée le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire qu'elles ont créé depuis 2015 et qui a déjà posé plusieurs actions en faveur des populations démunies de Côte d'Ivoire. Vendredi soir, elles organisaient au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire un dîner gala dont les bénéfices sont destinés à la poursuite de leurs actions humanitaires. Invitée d'honneur de cette soirée de bienfaisance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, championne elle-même de l'humanitaire en Côte d'Ivoire par ses nombreuses actions sociales en faveur des femmes et des enfants. Par la voix de la présidente de leur association, Farida Bouguetaya, qui est l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, les épouses des chefs de mission diplomatiques lui ont exprimé leur grande estime, lui décernant un trophée. Cette soirée n'aurait pas pu voir le jour sans le concours et l'accompagnement quotidien d'une dame d'honneur et de conviction. Je veux nommer Madame Dominique Ouattara. Première dame de Côte d'Ivoire, dont le dévouement, la générosité et la foi qu'elle met pour soulager les plus vulnérables et rendre le sourire aux enfants et aux femmes reste le marqueur de la noblesse de son âme. Tout au long de la préparation de cette soirée, la Première Dame a toujours été présente, à nos côtés et disponible pour des conseils avisés, des recommandations utiles et des aides salvatrices. Elle trouvera là toute notre gratitude et notre reconnaissance. Les invités à ce dîner gala ont eu une belle illustration du volontarisme de ces épouses de chefs de mission diplomatiques à travers les belles prestations de la chorale d'enfants du village de Blocos, créée et entraînée au chant par l'épouse de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. La soirée a été marquée aussi par une vente aux enchères de plusieurs objets de valeur, ainsi que par la vente de tickets de tombola assortis de nombreux lots, des prestations d'artistes et pour finir, un bal poussière animé par le groupe Magic System. L'Union européenne réaffirme son soutien à la Côte d'Ivoire. Le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, a reçu à son cabinet une délégation de l'UE en mission dans notre pays. Au menu des échanges, les sujets d'intérêt commun, la situation socio-politique. Sidonie Davila. Une délégation de l'Union européenne chez le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. Au centre des discussions entre Amadou Soumaoro et la délégation de l'UE, la reprise du dialogue politique, la réforme de la CEI et l'apaisement du climat sociopolitique. Amadou Soumaoro s'est voulu rassurant
Pour lui, le gouvernement multiplie les efforts pour instaurer de larges consultations sur les questions évoquées. La vie de la nation est rythmée par la tenue d'importantes assises politiques. La situation sociopolitique nationale a été marquée ces derniers mois par le renforcement des efforts du gouvernement en faveur de la cohésion sociale, par la reprise du dialogue politique. Monsieur le ministre a rassuré la délégation que le gouvernement se charge de créer un organisme qui sera accepté par toutes les parties. Et nous, en tant que l'Union européenne, je crois que c'est quelque chose qui est important dans le sens large parce que, en tant que l'Union européenne, on a beaucoup d'investissements ici. Donc, on est tout à fait en phase avec les gouvernements qui voudraient avoir un tel mécanisme. L'UE est un partenaire important pour la Côte d'Ivoire. Les représentants ont décidé d'être des relais de la Côte d'Ivoire auprès des différents pays de l'Union européenne. Dans l'actualité nationale également, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME active le programme VOC, le programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises avant embarquement à destination de la Côte d'Ivoire. Le but est de lutter contre la fraude et la contrefaçon. Et selon le comité de lutte, 4 000 milliards de francs CFA de produits contrefaits sont sur le marché ivoirien. Les explications de Cheikh Koné. Après plusieurs mois de suspension, le programme de vérification de la conformité VOC sera réactivé le 15 février prochain, avec pour objectif de protéger les intérêts des importateurs, des consommateurs, des industriels et de l'environnement. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, selon le Comité national de lutte contre la contrefaçon, près de 4 000 milliards de valeurs de marchandises frauduleuses se retrouvent chaque année sur le marché local. Le gouvernement nous a mandaté de mettre en place ce programme de vérification de la conformité qui en fait est un programme qui se déroule à l'extérieur au niveau du fournisseur. Et ce programme, à l'issue du contrôle technique qui est opéré par les 4 opérateurs que sont SGS, Cotecna, Intertech et Bivac, à l'issue de ce contrôle-là, lorsque le produit est conforme, un certificat de conformité est délivré sur place à l'importateur, au fournisseur. Et l'importateur peut rentrer également en possession de ces certificats de façon électronique au niveau de la plateforme du guichet unique du commerce extérieur. La relance du programme VOC débute par une phase pilote de 3 mois allant du 15 février au 15 mai 2019. Plusieurs nouvelles mesures additionnelles d'allègement ont été introduites pour le redémarrage du programme. Il s'agit de l'allègement des exigences documentaires, la réduction du coût du contrôle qui passe de 250 000 à 170 000 francs CFA, ainsi que la révision de la liste des produits soumis, qui passe de 3 811 à 2 861 lignes de produits. Nous avons des structures de contrôle du marché, de surveillance du marché national, mais ces structures-là sont submergées parce que nos frontières sont poreuses de toute forme de produits en termes de qualité. Donc, avec la mise en place de ce programme le 15 février prochain, cela va nous permettre de mieux juguler les entrées parce que le contrôle se fait à l'extérieur. Donc, lorsque votre produit n'est pas conforme, ce produit-là, déjà, il n'est pas embarqué à destination de la Côte d'Ivoire. Une étude conjointe de la Banque africaine de développement BAD et de la CNUSED fait état de 26 000 milliards de francs CFA de pertes de recettes fiscales chaque année du fait du commerce illicite en Afrique de l'Ouest. Un autre rapport de la Global Financial Integrity, rendu public le 28 janvier dernier, révèle que les pays d'Afrique subsaharienne ont perdu chaque jour l'équivalent de 11 milliards 500 millions de francs CFA de recettes fiscales. Et toujours au chapitre économie, chaque année, pour les conférences, ateliers, séminaires et missions internationales, le gouvernement ivoirien engage des ressources importantes pour la participation des fonctionnaires et agents de l'État. Mais comment optimiser l'utilisation de toutes ces ressources et permettre aux bénéficiaires de rentrer en possession des indemnités de voyage dans les meilleurs délais? Des acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion des missions à l'étranger se sont réunis ici à Abidjan pour trouver une solution. Lansene Bakayoko. Pour un décaissement rapide des indemnités de mission à l'étranger et des frais de transport, la Côte d'Ivoire a conçu un dispositif réglementaire bien encadré. Seulement voilà, à la pratique, les procédures restent trop longues et fastidieuses. Conséquence,
non-respect des calendriers et parfois impossibilité de disposer des fonds avant le départ en mission. Aujourd'hui, il est question de réduire les délais. Dans cette perspective, il est important pour l'État de réfléchir aux moyens idoines lui permettant de simplifier les procédures, former les points focaux sur ces procédures et renforcer la communication entre toutes les parties prenantes pour une efficacité maximale. Cette recherche d'efficacité maximale a débouché sur la mise en place d'un système intégré de gestion des missions. L'opérationnalisation complète de ce nouvel outil numérique créé par la Société nationale de développement de l'informatique se fera au plus tard en mars prochain. Cette plateforme informatique devrait permettre à terme à tous les ministères et institutions d'automatiser et simplifier les procédures d'élaboration de gestion des missions et conférences, de réduire les délais et assurer la sérénité lors du traitement des dossiers des missions et de disposer d'une bonne maîtrise et d'un bon suivi des budgets alloués aux conférences et missions. En 2017 et 2018, le budget national a consenti une enveloppe de 10,4 milliards de francs CFA pour la participation des fonctionnaires ivoiriens aux activités de représentation, à savoir 6,6 milliards pour les missions hors Côte d'Ivoire et 3,8 milliards de francs CFA pour les ateliers organisés par les ministères. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était face à la presse cette semaine. Invité des rédactions de Fraternité Matin, le ministre Pascal Kwaku Abina s'est prononcé sur l'intensification et l'élargissement des bénéficiaires de la couverture maladie universelle. Quels sont les acquis dans le secteur de l'emploi? Éléments de réponse avec Pierre Dipo-Mélin et Issa Chonayo. La couverture maladie universelle, CEMU, des acquis dans le secteur de l'emploi et protection sont les thèmes abordés par le ministre Abina Kwaku Pascal, en charge de l'emploi et de la protection sociale, face aux journalistes dans le cadre de l'invité des rédactions. Une tribune initiée par Fraternité Matin, de CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, et le ministère de la Communication et des Médias. Objectif, mettre en lumière les actions du gouvernement sur le terrain. Le ministre Abina Kwaku Pascal a saisi cette opportunité pour faire un bilan de la phase pilote de la CEMU avant d'expliquer sa généralisation. Pour mettre en œuvre cette phase expérimentale qui concerne 150 000 étudiants visés, le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices en réhabilitant les centres de santé des universités pour un coût de 2,2 milliards et en prenant en charge la cotisation des étudiants pendant un an pour un coût total de 900 millions. Cette phase a donné des résultats probants. En 2019, un point d'honneur sera mis sur l'accélération et la généralisation de la couverture maladie universelle, d'abord au profit des indigents. Après des reports liés à plusieurs difficultés, notamment l'identification, l'offre des soins, les infrastructures et la mise à disposition des médicaments, la CEMU peut enfin démarrer en avril prochain. À ce jour, 1 186 000 personnes sont enrôlées. Un réseau de 725 centres de santé de premier contact a été retenu pour le démarrage de la CEMU. Pour ce qui concerne les acquis dans le secteur de l'emploi et de la protection sociale, plus de 400 personnes en situation de handicap ont été intégrées à la fonction publique depuis 2014, a indiqué le ministre. Une grande avancée est également à noter dans le traitement des dossiers de retraités. À l'époque, un fonctionnaire qui va à la retraite, il attend 2 ans, 5 ans même, des fois, pour sa pension. Aujourd'hui, si vous avez fait vos dossiers à temps et que les dossiers ont été validés, mais automatiquement, la CEGRAE prend la relève. Selon Pascal Abina Kwaku, toutes ces actions vont être renforcées par le gouvernement cette année. Pour rappel, 2019 est décrétée année du social par le président de la République, Alassane Ouattara.
Les enseignants sont en grève. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lance un appel à la reprise des cours. La ministre Kandia Camara invite tous les enseignants à reprendre la craie dès la semaine prochaine. Elle a fait l'annonce au lancement de la 8e édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire à Agboville. Ouattara Walter. Présidant la cérémonie de lancement de la 8e édition du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire, FENAC-MIS, tenue à Agboville, le jeudi 7 février, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a annoncé la reprise des cours dès la semaine prochaine. Je voudrais demander aux enseignants de Côte d'Ivoire d'offrir aux élèves ivoiriens, leurs enfants, la même chance dont ils ont bénéficié pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, des enseignants et cadres de ce pays. Les chefs, vous voulez que vos enfants aillent à l'école? Oui. Les nombreux parents ici présents, souhaitez-vous que vos enfants aillent à l'école? Oui. Chers élèves ici nombreux, voulez-vous aller à l'école? Oui. Dès la semaine prochaine, l'école va fonctionner. L'école va fonctionner. Invité à cet événement culturel, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, fils de la région de l'Anyébi-Tiassa, a estimé que la présente grève a des élans politiques. Il exhorte les enseignants à ne pas sacrifier l'avenir des enfants. Jamais dans ce pays, on a autant reçu que sous Alassane Ouattara en matière d'information, en matière de satisfaction des doléances des fonctionnaires et en particulier des enseignants. Et il ne faut pas, en cet instant difficile, lier le destin de nos enfants à des revendications politiques inavouées. Nous souhaitons que nos chefs religieux, nos chefs traditionnels, par leur prière, vont toucher le cœur de nos enseignants afin que cette grève soit levée immédiatement, ici et maintenant, afin qu'on reprenne le chemin de l'école pour le bien de nos enfants, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Les établissements scolaires et secondaires publics du pays sont fermés. Des enseignants sont en grève en dépit de la trêve sociale. Le Conseil consultatif de l'éducation nationale lance aussi un appel à la reprise des cours par les enseignants. Le Conseil consultatif de l'éducation nationale, interpellé justement par la situation de l'école, s'est réuni en session extraordinaire. Écoutons sa déclaration. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a toujours privilégié le dialogue social et la négociation pour la résolution des problèmes dans sa quête permanente de la qualité du système éducatif. Dès lors, nous, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les parents d'élèves, représentants de la société civile, lançons un appel solennel aux enseignants en grève des savoirs raison gardée, d'user du dialogue social et de la concertation pour poser leurs revendications. Demandons instamment aux syndicats de suspendre les mots d'ordre de grève pour aller à la table des discussions. Voilà, en attendant la reprise des cours, prenons la direction de la salle des fêtes de la mairie d'Agboville qui vient d'abriter la cérémonie officielle de lancement de la 8e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Plusieurs activités vont meubler ce festival. Il s'agit entre autres des danses, des chants, poésie, dessins et peintures. Ouattara Walter. Agboville, dans la région de l'Anyébi-Tiassa, a été choisi pour abriter le lancement de la 8e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS. Ouvert ce jeudi 7 février 2019, le FENAC-MIS va s'étendre sur 6 mois. Des apprenants de différents établissements scolaires de Côte d'Ivoire vont compétir à travers plusieurs disciplines.
entre autres la danse traditionnelle, la poésie, le dessin, l'art plastique, la cuisine, le cinéma, la photographie, le sport. Il s'agit pour la direction de la vie scolaire, DVS, de créer une saine émulation entre les apprenants. Il s'agira donc pour eux de rechercher les idées en fonction des sous-thèmes, de concevoir et d'exécuter leurs projets tout en ayant en esprit que la solution proposée devra être une stratégie nouvelle et innovante capable de donner des réponses à la problématique de la qualité de l'école. L'UNESCO salue l'initiative. Selon sa représentante, le FENACMIS est un véritable atout pour le brassage culturel et l'intellect à l'école. La culture en Côte d'Ivoire représente un formidable levier de cohésion sociale, d'éducation et de développement durable, une ressource essentielle qu'il nous faut prendre en compte dans le processus scolaire et de développement des collectivités locales. Placée sous le thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité », cette édition a été lancée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara a bénéficié du soutien du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Je vous exprime nos remerciements pour la ferveur et l'enthousiasme des populations qui ouvrent ainsi leurs bras à la fraternité et leur cœur au partage et à la solidarité. Qu'il vous plaise de transmettre aux valeureuses populations nos remerciements pour leur disponibilité à œuvrer à la consolidation de la chaîne de fraternité à travers la promotion de nos richesses artistiques et culturelles. Des danses traditionnelles du terroir abé, exécutées par des élèves et des prestations artistiques ont meublé le lancement de l'édition 2019 du FENACMIS à Arbouville. Et on poursuit notre voyage culturel dans ce 20h qui nous conduit au Sénégal. Nous partons à la découverte de la statue de la Renaissance africaine. Ce monument qui attire des centaines de visiteurs par jour mesure 52 mètres. Il surplombe la capitale sénégalaise, un charme touristique qui ne laisse pas le visiteur indifférent au pays de la Teranga. Mais quelle est son histoire? Quel message véhicule ce monument? Comment est-il apprécié des visiteurs? Élément de réponse avec Adama Koné qui a été séduit par la statue au Sénégal. Le Thieboudienne, le Mbalax, la lutte traditionnelle. Une trilogie qui s'apparente à une identité remarquable d'un même espace territorial, le Sénégal. À cela s'ajoute une réalité historique, l'île de Gorée. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est aussi la statue de la Renaissance africaine. Haut de ses 52 mètres, cette curiosité touristique impose un détour à tout visiteur de la capitale sénégalaise, Dakar. Justement, sur les 198 marches qui séparent le sol du plateau du monument, nous rencontrons le couple Wele. On est venu pour visiter les statues de la Renaissance africaine parce que c'est une fierté pour l'Afrique. C'est une fierté pour le continent africain. Donc en plus, ma femme, elle voulait depuis très longtemps visiter depuis qu'on est mariés parce qu'on est mariés, ça fait 2 ans. Inauguré en avril 2010, le monument de la Renaissance africaine, construit en cuivre et en bronze dans le quartier de Ouakam, montre une famille africaine. Un homme tenant son épouse à la taille et son fils au biceps. Pour l'interprétation, c'est une Afrique sortant des entrailles de la terre qui tend l'obscurantisme pour la lumière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce monument et ça montre que l'Afrique est capable, elle est capable de faire de grandes choses. Donc ça a été fait par les Africains et pour montrer que l'Afrique peut aller de l'avant. Il faut dire que le tourisme en Afrique n'est pas très développé. Donc je fais partie de ces personnes-là qui pensent qu'on peut commencer par nous-mêmes. Donc j'ai quitté le Gabon pour visiter Dakar et arriver à Dakar, sont arrivés ici, c'est comme si on n'avait pas fait de voyage. Donc c'est plus pour marquer mon top à Dakar. Ce vendredi, l'on compte des Ivoiriens parmi les 250 visiteurs journaliers qu'enregistre le site touristique.
Ça parle un peu de toutes les souffrances que le peuple africain a connues et ça nous permet d'aller vers la liberté tant recherchée par le peuple africain. Et donc on a visité l'intérieur, on a visité les ouvrages d'art et tout était magnifique. On a découvert beaucoup de cultures et le seul bémol, c'est qu'on n'a pas vu les œuvres ivoiriennes. Donc on a vu juste une photo du président Houphouët-Boigny. Ce matin, je suis passé visiter la place de la Renaissance et j'ai vu que c'est un très bon monument et une très bonne place pour l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest. Le complexe du monument comprend entre autres un théâtre de verdure pour spectacle, un restaurant et un musée. 1000 francs CFA sont nécessaires pour une visite simple et 3000 francs CFA pour ceux qui souhaitent aller au sommet des 52 mètres pour une vue panoramique de Dakar. Seulement, les caméras sont interdites à l'entrée du musée. Notre couple mauritanien sort tout juste de la visite du monument. C'est vraiment impressionnant, même en voyant ça de l'extérieur, c'est très joli. C'est très joli, donc franchement on est impressionné. Donc toute la journée on va passer ça ici. Ok, merci. Merci beaucoup. Thank you. Ne vous arrêtez pas juste à la statuette, visitez le musée, il est très beau, il est très riche. Je suis allée jusqu'au chapeau de l'homme, comme on dit, donc avec un ascenseur, c'est magnifique. Je suis entrée dans l'histoire de la Renaissance africaine. La statue de la Renaissance africaine a coûté environ 15 milliards de francs CFA et a une durée de vie de 1200 ans. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade en détiendrait 35% des droits d'auteur pour avoir dessiné les premiers traits de ce symbole du sursaut du continent africain. Voilà, un monument à visiter. Notre invité, vous êtes aussi tenté de visiter ce monument? Bien sûr. En attendant, nous sommes ici à Abidjan et sur ce plateau et on va passer à l'entretien pour parler de votre ouvrage « Le regret ». Alors, avant d'en discuter, nous allons regarder ce résumé qu'en fait notre confrère Franck Quadio et on revient sur le plateau. Le théâtre de la trame dramaturgique, un village, l'Omozoué. Le personnage principal, Goré Alexis, le chef du village, et une vingtaine de personnages plus ou moins comparses pour traiter de la question de la nécessité de l'éducation par l'école. Un personnage principal qui allie le loufoque à l'absurde au point de s'ériger en demi-dieu, manipulant le destin de ses congénères, par exemple le refus de scolariser ses enfants. Une théorie de l'absurde à l'africaine, comme le relève Nanga Ernest dans la préface, la peinture d'une Afrique qui s'émancipe à l'envers. Mais l'œuvre de Trabi Irie Arnaud s'appuie aussi sur d'autres champs. En plus de la thématique principale, il y a l'évocation de l'hospitalité africaine, le droit de cuissage, le manque de conscience professionnelle. Bref, l'auteur met en scène des acteurs, le moi intérieur de chacun de nous. Son ambition, agir pour un éveil des consciences, d'un développement de bons réflexes participant à la construction d'un continent africain plus viable. L'auteur est littéraire, mais aussi dramaturge, metteur en scène et réalisateur. Alors dites-nous, Monsieur Trabi Irie Arnaud, votre personnage principal, Goré Alexis, chef du village de Lanuzoué. Lanuzoué, c'est... Lanuzoué, c'est une déformation. Je ne dirais pas déformation, mais Lanuzoué, en réalité, c'est ce genou-là. C'est un village imaginaire, donc on va dire ça comme ça. D'accord. Okay. Alors, pourquoi était-il si opposé à la scolarisation des enfants, ce chef du village? En fait, ce chef du village, Goré Alexis, est un chef du village qui est très riche. Et du haut de sa richesse, il se dit que l'école ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il s'opposait tant à la scolarisation de ses enfants. Il préfère même que ses enfants aillent travailler dans des champs de cacao, de café, pour avoir de l'argent rapidement, s'il peut m'exprimer ainsi, au lieu de Parce que pour lui, l'école, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors, pour lui, donc, l'école n'a pas d'importance. Il évoque d'ailleurs plusieurs arguments pour soutenir sa position. On va analyser un peu ses points de vue. Oui. D'abord, la page 33 de votre ouvrage. Oui. Voici ce que Goré Alexis dit. Il dit d'ailleurs, c'était dans son dialogue avec, avec le directeur de l'école, il dit, d'ailleurs, qui te dit que dans ce pays, il faut d'abord aller à l'école pour avoir un poste de responsabilité ou un emploi. Ne vois-tu pas que tous ces grands du pays viennent me supplier, me demander de l'argent? Lui, le planteur. Lui, le planteur. Au fait, madame, ici, Goré Alexis met un point sur un fait
qui ne maîtrisent pas. Il faut dire qu'en tout et pour tout, l'école est cette grand-mère qui refuse de mourir dans les confins de la forêt pour prodiguer de sages conseils à ses petits. L'école est semblable aujourd'hui à cette première épouse qui refuse de se faire oublier par un mari tant préoccupé par la beauté juvénile de la seconde. C'est dire que, quel que soit ce que nous pouvons dire concernant l'école, elle demeure le pilier central. Lui dit qu'il n'a pas eu besoin d'aller à l'école pour avoir de l'argent. Justement, il n'a pas certainement eu besoin d'aller à l'école, mais les moyens par lesquels Gorée Alexis passe pour avoir cet argent, c'est bien évidemment, ce sont des moyens qui sont cités dans l'œuvre. Gorée Alexis n'a pas une bonne réputation. Ce n'était pas un chef exemplaire. Ce n'était pas un chef exemplaire. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Gorée Alexis était un criminel. Gorée Alexis faisait régulièrement des holocaustes. Voilà. Il s'abreuvait du sang humain pour pouvoir s'accaparer toutes les richesses. Donc sa richesse n'avait pas une source. Effectivement, une source fiable. D'accord. Alors il a aussi évoqué, enfin ce sont des arguments qu'il a évoqués qui le dissuadaient donc de mettre ses enfants à l'école. Il dit, il parle du programme scolaire qui est un peu long pour lui. 9 mois, pour lui c'est trop. Madame, ici, en tant qu'enseignant, il faut dire que 9 mois c'est suffisant. 9 mois c'est suffisant. Avec les examens et autres, 9 mois c'est suffisant. Voilà. Parce qu'il dit ceci, 6 mois, parce que l'année scolaire, l'année fait 12 mois. 6 mois pour aller à l'école, 6 mois également pour avoir ses enfants. Parce que lui, il dit qu'il a besoin de ses enfants pour aller dans ses plantations. Oui, effectivement. Il faut dire que le but de l'école d'abord, c'est d'avoir la connaissance. Et en 9 mois, pour un programme scolaire, l'enseignant aura le temps d'inculquer ce savoir-là à l'apprenant qui est en face de lui. Alors les arguments qu'il évoque, par exemple la corruption, les grossesses en milieu scolaire, il dit que ce sont des actions qui dissuadent. Lui, en tant que chef, en tant qu'analphabète, il ne peut pas concevoir toutes ces actions-là. Alors qu'est-ce que vous, parce que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant, qu'est-ce que vous avez à dire pour persuader tous ces chefs traditionnels qui hésitent encore à scolariser leurs enfants? Il faut dire que concernant déjà les grossesses en milieu scolaire, il y a notre ministère de tutelle qui fait mains et pieds pour lutter contre ce fléau. Concernant la corruption également, vous verrez que chaque année, l'élève ou les parents d'élèves ou l'individu qui s'adonne à ce acte et qui se fait prendre est sanctionné. Donc il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité, madame. Il n'y a pas d'impunité. Donc que Gorée Alexis soit tranquille, voilà, qu'il scolarise, qu'il dise à ses pères de scolariser leurs enfants. Certainement, il y a beaucoup de Gorée Alexis qui nous regardent, qui sont dans les confins, qui sont dans les hameaux. Alors, dites-nous, quels sont les avantages de l'école? Madame, les avantages de l'école... Les plus oui. Vous voyez, je n'en citerai même pas. Aujourd'hui, je suis devant vous. Moi, fils de paysan, mon père ne sait même pas faire une phrase en français. Ma mère non plus. J'ai été éduqué, après la séparation de mes enfants, j'ai été éduqué par mon père adoptif, je ne dirais même pas adoptif, par mon père, M. Irebiya, et sa femme, Seloutoua, Cécile. Aujourd'hui, vous savez lire et écrire. Et si je suis sur ce plateau, c'est grâce à l'école. Donc tout le monde doit scolariser ses enfants. Gorée Alexis va regretter. Il va payer cher justement, je vais dire, cette action. C'est-à-dire le fait qu'il ait déscolarisé ses enfants, il va payer cher. Oui, bien évidemment. Il faut dire du haut de votre noblesse, quelle que soit l'opulence physique et l'opulence économique que vous avez, si vous ne scolarisez pas vos enfants, vous le regretterez tôt ou tard. Mais avec cette œuvre, je vous dis, à la lecture de cette œuvre, vous ne regretterez pas. Parce que justement, on va rappeler aux téléspectateurs que Gorée Alexis a été spolié de tous ses biens parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Alors, c'est une pièce de théâtre qui est destinée, d'ailleurs, vous le savez, à être jouée sur scène. Dites-nous comment vous allez vous y prendre pour faire passer votre message. Ok. Ici, cette œuvre a été écrite depuis 2015 avec l'avènement de l'obligation scolaire, l'école obligatoire. Cette œuvre a reçu la caution institutionnelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Vous dites que la version scénaristique est déjà là. Nous comptons
sur les autorités et les courriers ont été déjà envoyés dans ce sens pour que cela soit vu sur les petits écrans. Et je sillonnerai toutes les écoles, tant privées que publiques, de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, les écoles qui voudraient bien parler de l'école. Et j'animerai un thème très important, le métier d'élève. Nous allons communiquer avec ces élèves-là. Parce que tant que l'élève ne connaîtra pas son métier, je pense qu'il y a des choses que l'élève s'adonnera. Merci beaucoup, M. Trabi Irié Ano, d'avoir répondu à nos questions. Alors, l'école nous fait sortir de l'ignorance. Aujourd'hui, vous gagnez bien votre vie. Merci d'avoir été notre invité de la page culture et surtout de contribuer à la cause des enfants. Merci. Merci, madame. Alors, pour ne pas regretter demain, scolarisons nos enfants aujourd'hui. Leur place est à l'école et non ailleurs, ni dans les plantations. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.